Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan de ma Winterpale parce que, alléluia, l'hiver est fini. Pour ceux qui n'ont pas suivi, pour chaque saison je choisis 4 livres plus une BD maintenant, à partir de la pale de l'hiver 2020-2021, j'ai rajouté une BD et donc du coup au début de la saison je choisis ces livres et à la fin de la saison je reviens pour en parler et dans le temps il y aura la Spring Pile du coup avec les livres que j'aurais choisi pour le printemps. Par contre il y a eu un petit couac, cette fois-ci c'est la première fois que ça m'arrive je crois, c'est-à-dire que donc je lis ces livres au cours de la saison un peu quand j'ai envie, donc de mi-décembre à mi-février, fin février, début mars. Je lis ces livres quand j'ai envie. Une fois que je les ai lus, je les mets de côté pour les présenter dans cette vidéo et ne pas les présenter en objet de lecture. Parce que là, je me suis trompée, il y a une des 4 catégories, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle, que je choisis de lire et que je lis. Et pour cette saison-là, ce livre-là, c'était Rencontre à Central Park, je crois, un truc comme ça là, non, Rencontre dans l'Upper East Side de Sarah Morgan, je crois que c'est ça. Donc voilà, j'ai choisi ce livre-là, je l'ai lu, sauf que je l'ai présenté en objet de lecture. Voilà, je me suis plantée, j'ai oublié. Je vais pas en reparler ici, je vous mets l'update lecture en barre d'infos. En gros, j'ai pas aimé et j'ai abandonné pour ceux que ça intéresse rapidement, comme ça c'est fait. Et par contre, du coup, il y en a un autre qui était absolument pas dans cette palle-là, mais que j'ai mis de côté, que j'ai pas présenté en objet de lecture, pour le présenter ici, alors qu'il n'était pas dans cette palle. Bref, c'est pas très grave. Du coup, je vais commencer par celui-ci. En plus, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et après, je vous les présenterai dans l'ordre, en gros, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, pour éviter de les présenter dans l'ordre chronologique et de finir par un échec. Bref, on s'en fout de tout ça. L'important c'est que je vous parle de livres que j'ai. Du coup, le premier qui n'était pas dans la Winterpale mais que je présente dans le bilan parce que je me suis trompée et puis je fais ce que je veux, c'est Joyeux Noël, Merry Christmas de Mary Higgins Clark. Et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé ce livre. En gros, on est dans le milieu politique américain, on est avec un ancien président des États-Unis et un ancien secrétaire d'État, enfin une ancienne personne qui était importante à la Maison Blanche, qui était un homme aussi. Et cet homme-là, qui était très important pour la Maison Blanche, c'est plus secrétaire d'État, un espèce d'assistant, enfin bref, en poste de la Maison Blanche, tu vois. Il est accusé de meurtre. Et a priori, on te dit qu'il est innocent, tu vois. Et l'ancien président des États-Unis est un ami à lui et le croit innocent aussi. Et donc il va l'aider, enfin il veut l'aider à prouver son innocence, tout ça. Et on est censé suivre ça. Sauf que moi, ce qui m'a vraiment bloqué, alors je sais pas en quelle année ce livre a été écrit, 96. Mais à ce stade-là, c'est même pas du sexisme ordinaire. C'est tellement ancré en l'autrice, c'est tellement ancré en les personnages, c'est tellement naturel de dire ces choses et de faire ces choses que enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. Oui, c'est ça la définition de sexisme ordinaire, mais on est bien au-delà de ça, quoi. C'est des clichés ordinaires sexistes. Voilà, on est à ce stade-là et on est avec des phrases enfin, c'est totalement what the fuck, quoi. Genre, exemple, donc cet homme qui est accusé de meurtre, évidemment, c'est très médiatisé, il a une espèce de parterre de journalistes devant chez lui, il peut pas sortir parce que voilà. Et donc du coup il dit à sa femme de ménage de pas venir parce qu'il a pas besoin d'elle, parce qu'il veut pas qu'elle vienne, machin, blablabla. Et on t'explique que bah oui mais elle est femme de ménage, c'est le but de sa vie, et puis c'est une femme, donc elle peut pas laisser un homme tout seul dans une maison sale, sans manger, parce que oui évidemment il sait pas faire à manger, c'est un homme, enfin je voudrais pas faire à manger non plus, faut pas déconner, tu vois. Et donc elle, par acquis de conscience, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle sait que c'est bien, et parce qu'elle veut le faire pour lui, elle va braver les journalistes pour aller lui faire à bouffer. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous comprenez, mais on est au-delà du sexisme ordinaire. Là, on est à un level de... Genre, le but de la life de la femme de ménage, c'est de se lever le matin pour braver les journalistes et aller faire à bouffer à son patron parce qu'il est pas capable de se faire cuire un œuf. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries, en fait. Et tout est comme ça. Chaque phrase et chaque personnage féminin est décrit comme ça. Elles n'ont pas d'autre but dans la vie que de faire plaisir aux hommes qui les entourent, de tout faire, de se démener pour que les hommes qui les entourent aient une vie parfaite et pour qu'elles remplissent leur devoir de femme, tu vois. Et je parle pas de sexe ici, hein. Je parle de faire à manger, faire le ménage, être gentille, être douce, bien habillée, bien apprêtée, mais pas trop quand même. Voilà, on est dans ce cliché de la ménagère des années 50 et franchement, c'est pas possible. Moi je peux pas, c'est pas possible. Et en plus, alors ça me dérange pas, j'ai déjà lu du Mary Higgins Clark et je sais que c'est un peu long à démarrer, un peu lent, en général ça me dérange pas, sauf que là, les lenteurs c'est ça en fait, c'est ce sexisme ordinaire, cette ménagère des années 50 décrite comme ça, et moi je peux pas en fait, je peux pas supporter ça, c'est pas possible.
Donc, comme j'ai pas... En fait, j'ai fini par ne voir que ça. Et j'ai pas réussi à m'intéresser à l'histoire et à m'attacher au personnage masculin qui décrit sa femme de ménage comme ça. Moi, je peux pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, j'ai pas été très loin. J'ai lu 60 pages. Mais je peux pas. Enfin, je peux pas. Vraiment, je... Non. Donc, non. Voilà. Le suivant, j'en ai parlé en vlog, si je dis pas de bêtises, c'était la suite de saga pour cette saison. Et donc, c'est La Croix d'Ossement, le tome 4 de Marcy Thompson, écrit par Patricia Briggs. Et alors ce tome là, oh là 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 là, mon dieu, mais quelle longueur! Et en fait, je finis le tome en me disant à quoi il sert dans la globalité de la saga. Pour moi, c'est un tome entier de blabla qui ne fait rien avancer. La seule avancée qu'on a, elle est minime parce que le truc fait quand même 400 pages. Alors j'ai gardé mon marque-page, presque 400 pages. La seule avancée en 370 pages, c'est une petite évolution dans la relation personnelle et amoureuse de Mercy. C'est la seule avancée qu'on a. Ça me rend ouf. Pour l'histoire, en fait, on a, donc à la fin du tome 3, il s'est passé certaines choses et Mercy s'est mis des gens à dos, enfin bref, on va pas refaire l'histoire, tu vois. Et donc au début du tome 4, il y a une de ses anciennes amies qu'elle avait vue depuis genre 1000 ans, de qui elle était même pas hyper proche, mais bref, qui vient la voir et qui vient lui demander de l'aide par rapport à un fantôme. Et du coup, il se trouve que suite aux histoires du tome 3, machin et tout, c'est pas plus mal si Mercy s'éloigne des Tri-Cities, donc l'endroit où ça se passe, l'endroit où elle vit. Donc du coup, elle se dit, je vais y aller, comme ça, je l'aide, c'est cool, et ça m'éloigne de la maison. Donc c'est pareil. Et donc elle va là-bas. Alors déjà, je trouve que ça fait beaucoup, en fait. Dans cette saga, on a quand même... donc Mercy est une espèce de... Enfin, une changeling, je crois que ça s'appelle comme ça, elle peut se transformer en coyote. On a des loups-garous, on a des vampires, on a des dizaines de sortes de faées. On y rajoute les fantômes, on a à peine 4 tomes. Je trouve que ça commence à faire beaucoup, en fait, au niveau de l'univers, en fait, tout simplement. Ça fait beaucoup, ça part un peu dans tous les sens, selon moi. En plus de ça... au bout de 200 pages, en fait, j'ai lu les 200 premières pages, j'étais déjà pas emballée de ouf, et au bout de 200 pages, tu te rends compte que tout ce que tu viens de lire n'a servi à rien. C'est-à-dire que pendant 200 pages, tu lis, t'avances, il se passe des trucs, c'est pas ouf, mais bon, ça passe, tu vois. Et au bout de 200 pages, tu captes que tout ce que tu viens de lire, en fait, tu es revenu au point de départ. Ça n'a servi à rien, tu n'as pas avancé d'un millimètre, ça n'a pas bougé, en fait. Ça m'a rendu ouf en fait. Donc j'ai quand même fini le tome parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, parce que j'ai vraiment adoré les 3 premiers tomes, parce que j'aime beaucoup Marcy Thompson et parce que je veux continuer. Mais clairement, si le tome 5 c'est la même, moi je vais pas tenir en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va me gonfler, vraiment. Ça serait dommage hein, parce que j'ai acheté quand même pas mal de tomes de la saga, mais vraiment, ce tome-là, oh là 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 là, mon dieu, mon dieu. Puis alors, aller aider une fille que t'as pas vue depuis genre 15 ans parce qu'elle a un espèce de fantôme chez elle et qu'elle te demande de l'aider, tu comprends? Alors que toi de même t'es déjà dans la merde, t'as déjà 1000 trucs à gérer. Enfin, je sais pas meuf, faire un peu des choix dans ta vie, enfin bref. Et globalement, ce qui ressort de ce tome là, c'est quelle est l'utilité de ce tome là en fait. C'est genre vraiment, je ne sais pas, bref, ça m'a... J'ai pas du tout aimé. Alors j'ai quand même été au bout, mais vraiment, je tiens, en fait si vous voulez, voilà, j'ai été au bout de ce tome là. Si le tome 5 démarre pareil, je n'aurai pas la patience d'aller au bout d'un autre tome qui sert à rien comme ça. Pas possible, vraiment c'est pas possible, moi je peux pas en fait. Alors tout le monde adore cette saga, que c'est trop cool, que c'est trop génial, que c'est machin, blabla. Donc je suppose que ce tome 4 est juste une espèce d'ovni dans la saga et que c'est voilà, le pire tome de la saga, en tout cas j'espère, parce que si franchement il y a pire que ça, moi je me suicide, enfin, j'exagère. Mais vraiment quoi, c'est pas possible, j'ai pas du tout accroché à ce tome là. Je vais vous montrer mon marque-page parce que du coup il est resté là. Oui, mon marque-page est un billet de 1$. Voilà, c'est un, voilà, quand je suis allée à New York, j'ai ramené ça et du coup je m'en sers de marque-page. Je me dis que peut-être un jour il y aura tellement une inflation de ouf que 1$ ça vaudra genre 100 ou 1000 euros, tu vois, on sait pas. Bref, donc globalement la saga est cool et je vous la recommande, mais ce tome 4, accrochez-vous parce que c'est pas dingue. Voilà, c'est mon avis. Et la musique que j'écoute c'est You Kissed Me First de Carly Pearce. Ensuite j'ai lu et j'ai vraiment adoré Le Chien de Baskerville de Arthur Conan Doyle évidemment, donc c'est un Sherlock Holmes. C'est le 3e je crois avec Sherlock Holmes qu'il a écrit. J'ai adoré, vraiment c'est trop cool. En fait, il y a un homme qu'on est dans le... Donc, Sherlock vit à Londres et ça se passe ici dans le Devonshire. Donc c'est une espèce de région, enfin bref, on s'en fiche, de canton, je sais pas trop, je connais pas trop les trucs anglais, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros on est dans le Devonshire. Je le situe même pas pour vous donner un ordre d'idée, mais si jamais vous le situez pour vous, c'est cool. Bref, et donc on a un homme assez âgé qui est mort de manière très bizarre.
Et on va faire appel à Sherlock Holmes pour savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, si c'est un accident, s'il est vraiment mort de mort naturelle ou s'il y a quelque chose de plus derrière, enfin bon, bref. Et Sherlock décide de rester à Londres et d'envoyer Hastings, non c'est pas Hastings, comment il s'appelle, Watson. Je confonds avec Hercule Poirot et Hastings, bref, Watson dans le Devonshire pour enquêter, et lui il reste à Londres, et donc Watson va lui envoyer des lettres et des trucs pour, oui, des lettres principalement, pour le tenir au courant de ce qu'il découvre au fur et à mesure. Voilà ce qui se passe. Et franchement, j'ai adoré, c'est tellement bien écrit. En même temps, c'est Conan Doyle, vous allez me dire, c'est pas très surprenant. Mais vraiment, c'était trop cool, j'ai tellement aimé. En fait, ce que j'aime, c'est que ici, en l'occurrence, on parle de quelque chose d'assez surnaturel. On parle d'une croyance et d'un espèce de mythe local. Auquel moi je ne crois absolument pas. Et ce que je trouve très cool, c'est que Sherlock est comme moi. Sherlock est aussi rationnel que moi, aussi cartésien que moi. Donc quand tu lui poses un mythe, un truc un peu mystique, un truc un peu surréaliste et fantastique, il n'y croit pas en fait. Et donc moi je suis comme lui en fait. Donc c'est trop cool pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment très fun. J'ai adoré ce livre, vraiment c'était trop cool. Je l'ai lu mais hyper rapidement. Bon après, ça se lit quand même rapidement. Hein. Oui c'est du Conan Doyle et oui on peut avoir peur de l'écriture. Mais franchement, n'ayez pas peur. Je comprends que quand on te dit Conan Doyle, tu aies peur du livre et tu as peur de le lire parce que quand même c'est Conan Doyle, tu vois. Mais en vrai, non. C'est vraiment bien écrit, ça se lit vraiment facilement, c'est vraiment très cool. J'avais deviné, au milieu du livre, une espèce de révélation, un petit twist. Bon, j'avais deviné parce que je commence un petit peu à connaître Sherlock Holmes, tu vois. Mais c'est pas très grave de l'avoir deviné. Par contre, j'avais pas deviné la fin. Enfin, l'auteur fait en sorte qu'au bout d'un moment, tu peux avoir la même hypothèse que Sherlock Holmes. Mais au début, franchement, moi j'étais larguée quoi. Bref, j'ai vraiment vraiment adoré cette enquête, c'était trop cool. Faudrait que je regarde si. Je crois qu'il y a pas mal de nouvelles avec Sherlock Holmes. Je sais pas s'il y a d'autres romans en tant que tels, mais vraiment il faut que je veux lire tout Sherlock Holmes de Conan Doyle parce que c'est trop bien. J'adore. Voilà. Et autant j'ai énormément de mal avec la plupart des Sherlock adaptés, en fait, avec la plupart des Sherlock créés. Enfin, qui sont contemporains à moi en fait. Genre par exemple le Sherlock de la série Sherlock, je le supporte pas, j'ai envie de le tarter. Et la plupart des Sherlock comme ça qui sont créés à partir de l'œuvre de Conan Doyle et qu'on voit sur écran ou qu'on a dans d'autres livres, je les supporte pas. J'ai envie de les buter. Mais alors le Sherlock original, je l'adore. Voilà. Du coup, si vous êtes comme moi et vous avez beaucoup de mal avec toutes les adaptations qu'il peut y avoir de Sherlock Holmes, en livre, en série, en film, en ce que vous voulez, lisez quand même les livres de base parce que ce sont des adaptations et qu'en général ils ont choisi de forcer sur les mêmes traits de caractère de Sherlock, mais c'est pas le cas dans les livres originaux de Conan Doyle. Donc, en tout cas, moi ça me convient beaucoup mieux le Sherlock de Conan Doyle que toutes les adaptations qu'il peut y avoir. Je le répète parce que je sais qu'il est très aimé, mais le Sherlock de la série anglaise Sherlock, j'ai envie de le tarter à chaque minute de chaque épisode. J'ai d'ailleurs jamais fini la série, j'ai pas été très loin du tout. Vraiment, je le supporte pas quoi. Benedict Cumberbatch là, oh, j'ai envie de le buter. Bref, vraiment. Mais ici, ça passe et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu Hotel Heartwood, tome 2, Un hiver si doux de Kelly George, illustré par Stéphanie Grégin. Donc, c'était le livre en rapport avec la saison. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est très mignon, très fun et tout. Je vais vous montrer quelques illustrations. Voilà. Voilà, du coup c'est l'hiver, donc on a une partie des animaux qui va hiberner, parce que c'est l'hiver, tu vois, donc eux ils hibernent, et on a une partie d'autres animaux qui n'hibernent pas, parce qu'il y a certains animaux qui n'hibernent pas en hiver, sauf que tout va pas se passer forcément comme c'était prévu, sinon c'est pas drôle. C'est très mignon, ça se lit très bien. En plus, il y a toujours un message, enfin, c'était le cas aussi dans le tome 1, il y a un message d'acceptation des différences, du fait que tu peux faire quelque chose de mal pour le bien et que donc du coup au lieu de juste t'accuser et te bannir, on peut au moins essayer de comprendre ton action, tu vois. Vraiment j'aime beaucoup ces messages là pour les enfants. J'aime bien les livres pour enfants qui sont comme ça, qui se veulent instructifs, parce que c'est le but des livres pour moi en termes de littérature jeunesse, c'est d'apprendre quelque chose aux enfants, de les aider à se construire en fait et à se faire leur propre opinion, sans leur imposer justement cet avis en mode tu dois faire ça, tu dois agir comme ça, tu dois penser comme ça. Non, là on t'expose une situation et la situation est assez simple, assez bien expliquée pour les enfants, pour que l'enfant puisse voir cette situation et se faire son propre avis dessus sans que l'auteur ou l'autrice lui impose le tu penses comme ça. Quand je dis ça, je pense notamment à Pinocchio de Coyote, je sais plus son prénom, où alors là c'est vraiment juste imposé
son avis aux enfants. Genre dire aux enfants, tu fais ça, comme ça, et t'agis comme ça, et tu dis ça, et tu te tais, et tu... Non, mais c'est pas possible en fait, pour moi c'est pas comme ça qu'on doit éduquer un enfant. On doit lui donner les clés, on doit lui donner toutes les informations dont il a besoin et le laisser se faire son propre avis, le laisser réagir tout seul lui-même et pas lui imposer un comportement, lui imposer un type de réaction et lui imposer des trucs à dire et des trucs à faire. Bref, et ici c'est le cas en fait, enfin, ici c'est pas le cas du coup, on donne les clés aux enfants et on laisse les enfants et les lecteurs et lectrices du coup se faire leur propre avis et en tirer leurs propres conclusions et je trouve ça très cool. En plus c'est tout mignon, c'est très fun. Bref, j'ai adoré ce livre là et j'écoute Confetti de Gone West pour cette série. Et je termine avec la BD, donc du coup c'était, enfin c'est La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah de Franck Tillier, Guillaume Guy Dumont et Drac. Et franchement j'ai adoré, c'était vraiment vraiment trop cool. En fait on a un professeur qui a créé un procédé pour aller dans les rêves, et plus précisément dans les cauchemars des gens. Et donc du coup s'il y a un cauchemar récurrent que tu fais et qui te rend fou ou folle, tu vas voir ce docteur et tu lui dis voilà il y a ce cauchemar là que je fais, j'aimerais bien comprendre pourquoi je le fais et arrêter de le faire. Et donc lui en fait, pendant que tu dors, il envoie des gens dans ton cauchemar et les gens vont essayer de comprendre d'où vient ce cauchemar et pour t'aider à le combattre en fait et pour t'aider à le dépasser. Et je trouve ça trop cool, vraiment c'est génial, j'ai adoré cette histoire. Et donc là on va dans le cauchemar de Sarah, vraiment c'est trop cool. J'ai aussi beaucoup aimé les dessins, les couleurs et tout, je trouve ça trop joli. Vraiment j'ai adoré cette BD. Alors ça se lit très vite hein, parce que c'est une BD mais vraiment c'était trop cool. L'univers est vraiment construit, vraiment approfondi, vraiment détaillé. Tu sens que c'est vraiment... qu'ils ont passé du temps à le construire, c'était vraiment très cool. Enfin, voilà, je vous montre une planche parce que j'adore, mais vraiment c'était trop cool. J'ai adoré. Je vais lire le tome 2 dans pas très longtemps, vous allez voir ça. Mais vraiment c'était tellement fun. Même la quatrième elle est trop belle, enfin, je sais pas comment... Vraiment c'est trop beau quoi. Bref, j'ai adoré cette BD. Faut que je retire la pastille là parce que je peux la retirer et qu'elle est moche. Mais vraiment, je vous la conseille vraiment. Je sais pas combien il y a de tomes en tout, mais c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. J'ai l'impression de parler depuis 1000 ans et que cette vidéo est beaucoup trop longue, donc j'espère que ça vous a plu. Ceux que ça intéresse, mon avis sur le Sarah Morgan, je vous remets la lecture en barre d'infos. Et dans quelques jours, quelques semaines, je sais plus, sortira la Spring Pal du coup, donc pour le printemps. J'ai hâte d'être au printemps, si vous saviez comme j'en ai marre du froid et de la pluie. Et pourtant j'habite dans une région où il ne fait pas si froid que ça. Bref, je divague, donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.